Salut le Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. La Summer League vient de prendre fin, donc on va faire un petit bilan de ce qu'on a pu observer de la part de nos petits jeunes, euh, bilan individuel. Faire aussi un point sur la Disable Exception qu'on a reçue pour Lonzo Ball, expliquer un peu comment ça va se dérouler pour tout ça. Mais donc on va commencer par la Summer League. On s'était quitté après les deux premiers matchs assez différents l'un de l'autre. On avait expliqué que Julian Phillips n'avait pas joué le premier match parce qu'il n'avait pas encore signé son contrat. Il a joué le deuxième. Ensuite, Justin Lewis s'est blessé à la cheville au deuxième. Euh, une victoire, une défaite à ce moment-là. Donc ensuite, les Bulls ont battu Sacramento, ont perdu contre Cleveland dans un match serré jusqu'au bout, alors que Cleveland était invaincu, était la meilleure équipe de Summer League jusque-là dans le tournoi. Et puis cette nuit, les Bulls ont affronté Washington pour leur cinquième et dernier match de Summer League et se sont imposés, donc bilan de 3-2 au final, même si ça c'est très... enfin on s'en fout, ça n'a aucune importance, les scores, le bilan de victoire, etc. Ce qui était important, c'est de voir un petit peu comment se sont comportés nos petits gars. Et on va commencer par Julian Phillips, parce que après des débuts assez mitigés, hein, on avait dit quand il a joué le match 2, il n'avait pas joué le premier match, il avait joué le deuxième. Euh, on avait noté qu'il était assez timide, pas beaucoup de prise de risque, pas d'initiative, etc. Vrai contraste par rapport à ça, parce que sur les deux matchs d'après, les matchs 3 et 4, donc contre Sacramento et contre Cleveland, beaucoup plus actif sur le plan défensif. Là, on a vu euh, de bonnes choses de sa part. Il a démontré les qualités athlétiques qu'on lui prêtait quand on l'a présenté. Son énorme détente, son QI défensif en termes de placement, de main active. On a vu plusieurs fois euh, son anticipation pour couper les lignes de passe et ensuite partir claquer des dunks en transition. On l'a vu aussi claquer des dunks sur des cuts backdoor. Euh, Enfin, on l'a vu faire un taf défensif vraiment intéressant et je me rappelle de cette phrase en début de Summer League de John Bryant, le coach, qui disait que personne ne l'avait vraiment dépassé sur les drives au cercle pendant le camp d'entraînement qu'ils ont fait avant la Summer League. Et c'est vrai que sur cette Summer League, on n'a pas vu grand monde vraiment prendre de vitesse ou en puissance Julian Phillips quand il partait attaquer le cercle. Donc c'était assez intéressant. Et même lui, les rares fois où on l'a vu attaquer le cercle, pas d'hésitation, en confiance, et c'était plus maîtrisé déjà que Dalen Terry qui fonce dans le tas et tu sais pas trop comment ça va se passer. Euh, mais voilà, sur le plan défensif, sur le plan des qualités athlétiques, c'est ce qu'on nous avait vendu entre guillemets. Donc c'était plutôt intéressant. Sur le match de ce soir, c'était pas forcément non plus brillant, beaucoup de fautes évitables. Alors on sait qu'en Summer League, ils ont le droit de faire plus de fautes. Je crois que la limite, elle est de 10 fautes. Il en a fait 6 ce soir. Ouais, y en a, c'était voilà, des erreurs de débutants. Donc ça aurait pu être un petit peu évitable. Mais enfin voilà, ça après, c'est quelque chose qui vient avec le vécu, le temps sur le parquet, etc. Mais voilà, on l'a vu plus à son aise que sur le premier match qu'il avait disputé, très clairement. On l'a vu prendre des 3 points dans les corners aussi, en confiance. Dès qu'il reçoit la balle, il sait qu'il va shooter, il n'attend pas 3 jours, il n'hésite pas. Voilà, il envoie. Et bon petit geste de shoot en plus, donc assez intéressant parce on avait parlé du fait que à l'université à Tennessee, ses pourcentages à 3 points n'étaient pas forcément flamboyants, mais que quand il était au lycée, il était bien meilleur à ce niveau-là. Et là, c'est comme s'il avait un peu retrouvé cette patte du lycée parce que il a quand même plutôt bien brillé sur les shoots qu'il a pris. C'était des shoots bien pris dans le bon tempo, souvent voilà, démarqués en allant se décaler sur les ailes. Donc c'était assez intéressant à suivre. Et maintenant, bah, voilà, on va voir un peu ce qu'il va donner dans le roster principal, même s'il ne devrait pas avoir trop de minutes au début, ce qui est normal. Euh, j'ai commencé par lui parce que je voulais parler de son contrat. Il a signé, donc il a bel et bien signé son contrat rookie désormais. Un contrat qui se monte à 8,1 millions sur 4 ans. La quatrième année n'est pas garantie, c'est une team option à 2,4 millions. Mais c'est, je trouve, intéressant de voir qu'il a signé pendant 4 ans et beaucoup de joueurs choisis au deuxième tour cette saison, là, dans la draft il y a quelques semaines, ont signé des contrats de 4 ans.
Et je pense que c'est de plus en plus la mode en NBA, parce que bah, voilà, il y a de plus en plus de mecs draftés au deuxième tour qui finissent par devenir des joueurs vraiment intéressants de rotation, qui peuvent devenir, voilà, évidemment l'exemple le plus marquant, c'est Nikola Jokic qui est double MVP, qui est champion en titre, qui a été drafté au milieu du deuxième tour. Mais voilà, il y a plein d'autres joueurs comme ça qui ont été draftés assez tard à la draft et qui se sont révélés et qui au final ont prouvé que, bah, même Ayo par exemple, et c'est aussi pour ça qu'on en parle, mais voilà, il y a de plus en plus d'équipes qui sécurisent ces gars-là sur du long terme, parce que si ça devient des joueurs qui peuvent entrer dans la rotation, apporter quelque chose, être des joueurs réguliers, bah, tu les as pour pas cher pour une plus longue durée. Donc c'est un investissement qui peut s'avérer intéressant si le joueur confirme toutes les qualités que tu penses qu'il a. Et donc voilà, ça permet d'avoir Julian Phillips pour 4 ans pour pas cher, parce que 8 millions et 8,1 millions sur 4 ans, et ma foi, si ça devient un joueur de rotation qui est capable d'apporter quelque chose, voilà, c'est très bien. Et ça évite d'avoir ce qui se passe actuellement avec Ayo Dosunmu. Mais on va développer plus tard sur Ayo. On va en revenir sur ça en fin de vidéo. Parce qu'on va faire un point aussi sur le salary cap, les exceptions, etc. Avec la disable exception qu'on a reçue de Lonzo Ball. Je voulais aussi parler des autres contrats qui ont été annoncés de manière officielle et où on a plus de détails en termes de chiffres. Kobe White, donc on avait dit 40 millions sur 3 ans. Il y a 36 millions qui sont garantis. Là, il va toucher 11,1 millions cette saison, 12 millions l'an prochain et 12 et quelques la saison d'après. Ça fait 36 millions qui sont garantis qu'il va toucher. Il n'y a pas de team option, pas de player option. Mais chaque saison, il a 1,333 333 dollars qui sont en bonus, qui sont faciles à obtenir. Alors on n'a pas le détail, est-ce que c'est genre dès qu'il a joué 5 matchs ou dès qu'il a mis un panier à 3 points, on n'en sait rien. Mais en tout cas, c'est des trucs qui ont de grandes chances d'arriver, quoi. Il va obtenir ces bonus-là. Donc il a 36 millions garantis, plus 4 autres millions qui sont répartis en 3 ans à 1,333 chaque année, qui devrait obtenir relativement aisément. Et un autre contrat sur lequel on a eu des détails, et c'est même plutôt intéressant, c'est Jevon Carter, parce qu'on avait annoncé 20 millions sur 3 ans. Au final, c'est un tout petit peu moins, c'est 19,5 millions sur 3 ans. Et il va toucher 6,2 millions la première saison. Donc voilà, c'était intéressant de faire un petit point sur tout ça, parce que ça aide aussi à faire les calculs pour le salary cap. Et encore une fois, on va revenir sur ça plus tard dans la vidéo. Pour revenir sur la Summer League, donc on a parlé de Julian Phillips, on va parler de Sanogo, et un peu pareil, au fil des matchs, il était de plus en plus à l'aise, et j'ai trouvé qu'il a montré des choses vraiment, vraiment intéressantes, bonne présence physique sous les deux cercles. Il me fait un peu penser à ce genre de gars, euh, un peu à la manière de Daniel Tice ou de Javonte Green par exemple, dont on sait qu'ils sont pas très grands, mais ils ont une manière de jouer qui donne l'impression qu'ils sont plus grands que ça. On se rappelle de Daniel Tice, il faisait 2 m 1, 2 m 2, mais il jouait de manière tellement physique et avec toujours les bras levés, etc. Tu avais l'impression qu'il faisait 2 m 8, 2 m 10. Moi, je me rappelle que quand il est venu aux Bulls et que j'ai vu sa taille, j'ai halluciné parce que j'ai toujours pensé que ce mec-là, quand je le voyais jouer à Boston, il faisait 2 m 8, 2 m 10, quoi, avec une grosse envergure, etc. Et à Sanogo, ça me fait un petit peu penser à ça. Et donc, on a vu une belle activité de sa part sous les deux cercles, avec un bon placement et un bon timing aussi. Donc, ça, c'était vraiment intéressant à noter. Des bonnes finitions en post-up où il sait, voilà, marquer main droite, main gauche, avec un bon footwork. Donc, c'était plutôt cool. Il sait jouer de son physique aussi, parce qu'il est quand même très très costaud. C'est un beau bébé quand même, l'intérieur malien. Donc, euh, voilà, il compense son manque de taille relatif, hein, c'est toujours pareil dans le basket, c'est relatif le manque de taille, mais voilà, il est capable avec son physique et un bon placement et un bon footwork de quand même montrer quelque chose d'assez intéressant. On l'a vu mettre quelques bonnes claquettes, on l'a vu voilà, faire des box-outs intéressants où le mec il bouge pas, quoi. Tu peux essayer ce que tu veux, lui il t'embrasse et c'est lui qui te tient à distance sur les rebonds, quoi. Donc tu peux pas faire grand chose. Donc voilà, c'était intéressant. On va l'observer. C'est un des joueurs en two-way qu'on va observer l'année prochaine avec les Windy City Bulls. Donc ce sera plutôt intéressant. Euh, on va passer à Terry, Dalen Terry. Et ce soir, il s'est un peu rattrapé parce qu'il faut quand même. On avait
dit au début de la Summer League que voilà, un joueur comme Terry, on allait observer ses progrès au shoot. Et avant le match de ce soir, il était à des pourcentages absolument exécrables. Mais quand je dis exécrables, il était à 15 sur 55 au shoot, donc ça fait 27% à peu près, et 4 sur 18 à 3 points. Donc voilà, c'était dégueulasse. 20% à 3 points, enfin, 25% à 3 points. Enfin, bref, 22% à 3 points. Dégueulasse. Et ce soir, il a commencé à rentrer ses 2 premiers shoots à 3 points qui étaient totalement laissés ouverts par la défense. Et j'avais prévu de parler de ça avant le match en disant si Dalen Terry ne rentre pas ses shoots extérieurs, les adversaires, quand lui va être sur le parquet, eh ben, il va pas créer de spacing, il va pas attirer les défenses sur lui. Les autres mecs vont rester à faire des prises à deux sur DeRozan, sur Lavine, etc. Et lui, ils vont le laisser libre en disant bah vas-y mon coco, mets des shoots, on va voir. Et c'est un peu ce qui s'est passé cette nuit en Summer League. Les 2 premiers tirs à 3 points qu'il a pris, il est absolument tout seul, personne ne vient le contester, il est laissé libre. Et les deux rentrent avec un peu de chatasse quand même, hein, ça rebondit 2 fois sur le cercle, ça tape la planche, ça rentre, enfin bref, c'est rentré. Ça l'a mis en confiance et derrière les 2 qu'il a rentrés dans le troisième quart-temps, tu voyais tout de suite qu'il était beaucoup plus en confiance, il était moins hésitant, un meilleur geste aussi, même si c'est pas encore foufou non plus, hein. D'ailleurs, donc il a fait 4 sur 5 à 3 points cette nuit. Et le cinquième qu'il a loupé, il a mis les 4 premiers, il a loupé le dernier. Ouais, tu sentais que le geste c'était déjà reparti un petit peu, quoi. C'était au niveau du geste, au niveau de l'alignement du coude, c'était. Bref. Donc voilà, c'était peut-être un coup de chaud temporaire, mais toujours est-il que voilà, au final, il termine cette Summer League avec 22 sur 65 au shoot, ce qui reste quand même très très dégueulasse. C'est à peine plus de 32-33%. 8 sur 23 à 3 points, donc pareil, c'est pas fameux du tout. Donc voilà, sur son dernier match, il a un peu amélioré ses stats, mais enfin en même temps, vu comment elles étaient dégueulasses à la base, il pouvait difficilement faire pire. Donc voilà, ça va être difficile pour lui d'avoir une place dans la rotation s'il ne devient pas un shooter régulier. Parce que ouais, afficher des pourcentages pareils, même s'il a fait des bonnes choses en défense, hein, on a encore vu voilà, les mêmes choses qu'on a vu d'habitude de sa part. Alors, des anticipations pour couper les lignes de passe, des bonnes rotations défensives, des aides dans le bon tempo, de l'énergie au rebond. Un peu comme Phillips, on l'a vu voler des ballons et aller claquer des dunks de l'autre côté. Mais voilà, à part les dunks, les lay-ups et quelques 3 points, dès qu'il fallait prendre des jumpers mi-distance ou partir en drive, sur le jeu placé, c'était très 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 laborieux. Donc voilà, j'ai du mal à l'imaginer obtenir des minutes de manière régulière euh, tant qu'il ne prouvera pas qu'il peut rentrer ces shoots-là de manière régulière, quoi. Parce que là, on a fait venir des shooters, on voit très bien quel est le plan. Entourer Vooch, Demar et Lavine de shooters pour diluer les prises à deux et faire en sorte que bah, s'ils en subissent, hop, il y a des mecs ouverts qui sont capables de sanctionner. Et c'est pas du tout ce que Terry propose quand il est sur le parquet. Donc c'est compliqué. On l'a vu faire quelques bonnes passes par-ci par-là aussi, tu sens qu'il a bossé sur son handle, etc. Mais enfin, c'est pas encore fou non plus et clairement pas une option à utiliser à la main, sauf si tous les autres meneurs ou arrières qui peuvent jouer meneurs sont blessés et sont pas là, quoi. Mais sinon, faut pas faire ce genre de truc, quoi. Donc euh, voilà, à part ce soir, son shooting a été très très pauvre et c'est ce qu'on voulait observer en Summer League et on a été finalement assez déçus. Donc voilà, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Va falloir qu'il progresse beaucoup sur ça pour obtenir des minutes et qu'il intègre la rotation, parce que sinon, il va pas s'en sortir. Euh, Malheureusement, on n'a pas pu observer Justin Lewis, parce que donc on avait dit il s'était blessé à la cheville assez rapidement dans le deuxième match, et ensuite il n'est pas revenu. Mais comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, euh, c'est de la Summer League, on l'avait déjà vu l'an dernier, on sait à peu près ce qu'il est capable de faire. Même si c'est dommage de ne pas plus l'avoir observé, il fallait absolument pas prendre de risques, c'était totalement inutile parce que voilà, c'était des matchs de Summer League, donc voilà, on sait que voilà, on ne connaît pas la gravité de sa blessure, si c'est juste voilà quelques jours de repos et ça va mieux, ou si c'est plus grave que ça, c'est très enflé, il faut opérer, on n'en sait rien du tout. On connaît la communication des boules sur les blessures, hein. Mais voilà,
aucune raison valable de prendre le risque et de dire non, non, il faut qu'on le fasse jouer parce que voilà, non, non, clairement pas. Donc maintenant, on va attendre des nouvelles à ce niveau-là. On va voir est-ce que les Bulls vont lui proposer un two-way contract, est-ce que voilà, il va revenir avec les Windy City Bulls, est-ce que voilà, on va attendre, mais voilà, clairement, il n'y avait pas à prendre de risque le concernant. Et puis, on va parler du joueur qui, pour moi, et je l'avais déjà noté dans la précédente vidéo, est le MVP au niveau des Bulls dans cette Summer League, Javon Freeman Liberty. Il est tellement smooth. Il est tellement smooth. Oh là là. Oh là là. Il a régalé. Des deux côtés. Hein. On l'a vu, pareil, faire des chase down block. On l'a vu se jeter au sol, récupérer des balles perdues. Euh, on l'a vu faire quelques actions défensives vraiment, vraiment correctes. Et puis offensivement, bah, il a tourné à plus de 20 points sur toute la Summer League, 21 ou 22 points en moyenne, avec des excellents pourcentages, lui pour le coup. Un shoot super fluide, ultra smooth, des attaques du cercle en force où il adore provoquer les contacts et les lancers francs et ensuite les mettre avec un bon pourcentage. Bonne vision du jeu aussi, balle en main, voilà, il a fait quelques bonnes passes, etc. Non, franchement, super finisseur. Il a été très, très, très solide. Et il a montré qu'il avait le niveau pour peut-être espérer un peu plus qu'un spot en G-League. Maintenant, est-ce que les Bulls peuvent vraiment être l'équipe qui va lui proposer ça? Parce que on n'a plus vraiment. Enfin, on n'a pas beaucoup de places disponibles dans le roster. Pareil, on fera un point après. Hein. Donc, à moins de lui filer un contrat en two-way, parce qu'au final, Sanogo est le seul joueur qui a un two-way contract à l'heure actuelle. Le seul sûr et certain, c'est officiel. Lewis, on va attendre. Terry Taylor, on n'a pas de nouvelles non plus. Il n'a pas de contrat ni en two-way, ni garantie, ni rien du tout avec les Bulls. Pour l'instant, il est libre. Donc on va voir. Le plus probable, si Javon Freeman Liberty reste avec Chicago, c'est qu'il fasse la saison avec les Windy City Bulls. Mais ça peut évoluer en cours de saison s'il y a des blessures, si on lui propose un two-way, etc. Ou peut-être une autre équipe va être intéressée à lui proposer directement un spot dans le roster principal. Et à ce moment-là, on ne pourra peut-être pas forcément le retenir. Mais en tout cas, il a brillé dans cette Summer League. Il a montré qu'il avait de belles qualités, que c'était un vrai bon gars, un vrai bon joueur. Et c'est toujours sympa de voir des natifs de Chicago briller comme ça. En plus, lui, il est passé par une université de Chicago, ce qui est quand même assez rare. Il était à DePaul pendant plusieurs années et je crois qu'il n'y a que Paul Reed qui est aux Sixers qui a fait ça aussi dernièrement. Donc voilà, c'est pas souvent. Il y a Ayo qui sort d'Illinois évidemment, mais voilà, il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc s'ils peuvent réussir, c'est toujours assez cool à observer. Euh, et puis, allez, un dernier, je voulais quand même retenir parce qu'il a fait un super match ce soir, c'est le meneur brésilien Iago dos Santos. Parce que surtout dans le dernier carton, il a été mais énormissime. Il a rentré des step back à 3 points, il a rentré des shoots mais monstrueux. Il a fait des drive and kick pour des passes improbables pour libérer des shooters, des passes dans le dos en transition. Il a régalé sur ce dernier match de Summer League. Il s'est dit, voilà, je vais tout donner pour voir si quelqu'un m'appelle après. Et donc, voilà, est-ce que lui aussi, on le reverra avec les Windy City Bulls? Parce que lui, l'année dernière, il était en Allemagne. Je crois qu'il a même été élu MVP de la finale en Allemagne. Donc, à voir, est-ce qu'il va retourner en Allemagne? Est-ce qu'il va retrouver un autre club en Europe? Est-ce que les Bulls vont lui proposer de venir au moins faire le training camp en octobre et ensuite le garder avec l'effectif de J-League? Voilà, en tout cas, sur ce dernier match, il a régalé, il s'est fait plaisir, il a fait plaisir. Donc voilà, je voulais le noter parce que voilà, c'était quand même, c'était plutôt cool. J'ai bien aimé ce qu'il nous a montré. Maintenant, on va se pencher sur la news qui est arrivée il y a quelques jours maintenant, à savoir que la NBA a accepté la demande des Bulls pour la Disable Exception de Lonzo Ball. Et donc, on obtient cette exception qui se monte à 10,2 millions, comme on l'avait déjà expliqué la dernière fois, qui se monte à la moitié du salaire de Lonzo Ball pour la saison 2023-2024, qu'il va louper en intégralité, c'est quasiment sûr à 99,99%. Même si Arthur Ascanich se disait on espère qu'il pourra revenir, etc. Ça reste quand même mal embarqué, même si on n'a pas de point santé depuis sur les dernières semaines. On n'a pas l'impression que ça progresse dans le fait de se dire il va revenir à un moment donné cette saison. Mais bref. Donc on a obtenu cette exception de la part de la Ligue. Et il y a plusieurs points importants sur lesquels il faut revenir parce que c'est très...
bon, il faut détailler et approfondir ça parce que voilà, c'est des points assez importants. Euh, cette somme d'argent peut être incluse en partie ou en intégralité dans un trade contre un joueur. Genre tu vas chercher, j'en sais rien, un joueur qui a un contrat où il lui reste 8 millions. Hop, tu dis, bah voilà, j'utilise 8 millions de la Disable Exception qu'on a obtenue pour Lonzo Ball, qu'on donne à l'autre équipe et on fait venir le joueur à la place. Ou on peut signer évidemment un joueur libre aussi. Mais dans tous les cas, peu importe comment on récupère un joueur, si on en récupère un, que ce soit via un trade avec une autre équipe ou si c'est un joueur libre, ce joueur-là ne peut être là que pour un an. Donc là, cet été, si on trade une partie de cette exception pour un joueur, ce joueur-là doit avoir un an de contrat restant et terminer son contrat aux Bulls sur une année. Si on signe un joueur libre, on peut lui le donner qu'à un an de contrat. Donc voilà, ça c'est une des conditions de cette exception si on décide de l'utiliser pour faire venir quelqu'un. Maintenant, on a jusqu'au 10 mars de l'année prochaine pour s'en servir. Si au 10 mars on s'en est pas servi, on l'a plus, elle disparaît. Sachant que la trade deadline est en février et que après février, après cette trade deadline, il y a des joueurs qui sont coupés pour faire de la place dans les rosters si tu fais des trades, etc. Et ces joueurs-là, à partir du 1er mars, peuvent signer dans d'autres équipes pour terminer la saison. Et donc à ce moment-là, on a entre le 1er et le 10 mars, s'il y a un joueur qui nous intéresse, on se dit tiens, lui, il peut nous intéresser pour améliorer l'équipe sur la fin de saison, on peut utiliser cette exception pour faire venir ce joueur-là. Mais encore une fois, on n'a que jusqu'au 10 mars et il faut que le gars signe uniquement jusqu'à la fin de saison. On ne peut pas l'avoir pour les saisons d'après. Ou en tout cas, via un autre contrat. Après, il peut être libre pendant l'été et on peut décider de le faire revenir sur un contrat de 2 ans, 3 ans. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Mais c'est un exemple. Et autre détail, même si ça reste très improbable, mais ça reste une option à envisager malgré tout, si on trade Lonzo Ball cet été ou en février, en tout cas donc avant la date limite du 10 mars pour laquelle on peut utiliser cette exception, si on trade Lonzo Ball avant ça, l'exception disparaît aussi. Et on l'a plus. Ce qui est normal parce qu'à ce moment-là, on n'a plus Lonzo Ball dans nos comptes, donc on n'a plus vraiment l'exception. Ceci étant, on n'est pas non plus obligé d'utiliser cette exception. Ça peut être un atout pour plus tard, encore une fois pour la trade deadline, si on se dit, tiens, l'effectif a bien progressé, on est bien au classement, on est à un bon spot, et là, si on veut bien finir la saison et aborder les playoffs de manière intéressante, et qu'il y a un gars qui nous intéresse, qu'on peut signer avec cette exception, à ce moment-là, tu peux faire un move. Seulement, on en revient toujours à ce qu'on dit tout le temps quand on parle des moves que peuvent faire les Bulls. Arthur Askarnichovas a beau dire qu'il a le droit de dépasser de payer la taxe et que les Reinsdorf lui ont donné l'autorisation, j'y croirai quand je le verrai. Hein, parce que moi, jusqu'ici, les blabla, hein, mais après, donc on va attendre. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est que si les Bulls décident d'utiliser cette exception, ou la biannuelle exception qu'ils ont à 4,5 millions, ou même ce qu'il leur reste de la mid-level exception à 6,1 ou 6,2 millions, peu importe laquelle de ces exceptions ils vont utiliser, ils seront au-dessus du salary cap. Enfin, en tout cas, ils vont dépasser le seuil pour payer la taxe. Donc si j'utilise une exception, ils payent la taxe, sachant que s'ils veulent signer des joueurs, comme c'est une équipe qui est au-dessus du salary cap, comme on l'a expliqué, il y a le salary cap, et ensuite il y a la limite où tu payes la taxe, donc les Bulls sont à peu près là, tu vois. Mais quand tu es au-dessus du salary cap, tu es obligé d'utiliser tes exceptions pour signer des joueurs free agent. C'est clair? Donc voilà, on avait dit que le salary cap était à 136 et quelques, nous on est à 158 à peu près, donc on est largement au-dessus. Donc pour signer des joueurs, c'est pour ça qu'on a signé Carter et Craig avec des exceptions. Donc voilà, et on est tout proche du seuil à ne pas dépasser si on ne veut pas payer la taxe. Donc si on fait une sorte de point à l'heure actuelle, on a 13 joueurs sous contrat. Enfin, j'ai envie de dire 12 et demi parce qu'il y a Carlik Jones Jr., son contrat n'est pas totalement garanti. Mais bref, disons 12, plus Carlik Jones Jr., plus Ayo Dosunmu, qui pour l'instant n'a pas encore pris sa qualifying offer, mais
admettons qu'ils la prennent, qu'ils reviennent avec donc cette qualifying offer à 5,2 millions, ça te met les Bulls à 14 contrats sur 15 possibles et environ 162 millions de salary cap. Et la limite à pas dépasser, si tu veux pas payer la taxe, elle est à 165 294 000. Donc tu as grosso merdo 3 millions de dollars dispo. Si tu fais revenir Ayo, si tu garantis le contrat de Carly Jones, il te reste à peu près 3 millions pour signer un 15e joueur. Donc, peu importe laquelle des exceptions que tu utilises, ça te fait passer au-dessus et tu payes la taxe parce que toutes les exceptions qui nous restent sont toutes au-dessus des 3 millions et quelques qui restent comme marge pour nous. Parce qu'on l'a dit, la biannuelle elle est à 4,5 millions, ce qui nous reste de la mid-level est à 6,1, 6,2 à peu près, et on a donc 10,2 millions pour l'exception de Lonzo Ball. Donc voilà, si on se sert d'une de ces exceptions pour recruter quelqu'un, ça va nous faire passer au-dessus de la taxe. Sauf si on signe un gars au minimum vétéran, comme on l'a fait avec Torrey Craig. Et donc pour terminer, on va parler d'Ayo, parce que bah, voilà, les négociations sont toujours en cours, et de ce que j'ai pu lire ou entendre dernièrement dans des podcasts, peut-être que les Bulls essayent aussi de faire en sorte de négocier avec lui pour qu'ils ne prennent pas cette qualifying offer à 5,2 millions, mais qu'à la place, donc ils disent non, je la prends pas, mais lui signer un contrat où il va toucher moins d'argent par saison, mais sur plus longtemps. Par exemple, c'est un exemple, 2,5 millions par saison, mais sur 3 ou 4 saisons. Donc ça fait 10 millions sur 4 ans, par exemple. Si on part sur cette base-là, 10 millions sur 4 ans, 2,5 par saison, ça te fait quand même plus d'argent garanti que 5,2 millions de qualifying offer sur l'année prochaine. Est-ce que c'est ça qui, pour l'instant, continue de bloquer un peu les négociations? Puisque les Bulls auraient tout avantage à ce que ça se mette en place comme ça, parce que du coup, bah, ça leur permet d'économiser un peu plus d'argent dans le cap pour signer le 15e joueur. Ça permet d'économiser quand même 2,5 millions si on part sur l'exemple que je donne. Après, c'est un exemple, je ne connais pas les chiffres. Mais voilà, ça peut venir aussi de Ayo qui peut-être se dit il y a beaucoup d'arrière dans le roster, quelle garantie j'ai sur mon temps de jeu, est-ce que d'autres équipes peuvent me donner plus de temps de jeu et peut-être même plus d'argent. Voilà, peut-être qu'il a des offres à droite à gauche et qu'il étudie la question aussi, donc on sait pas, c'est un petit peu le flou, c'est un peu le silence radio, donc on va attendre les news parce qu'on n'a pas le choix. Donc on va observer ça, mais ouais, si, c'est vrai que quand Pat Bev est arrivé en fin de saison dernière, le rôle d'Ayo a forcément diminué. Il est passé de meneur titulaire à meneur remplaçant à joueur qui jouait 10-12 minutes par match. Donc là aussi, il faudra être clair sur les minutes qu'on va lui donner. Mais comme on a tellement de joueurs qui font embouteillage sur ces postes-là, c'est difficile de garantir du temps de jeu à tout le monde. Donc peut-être que lui se dit, voilà, j'aurai peut-être plus de chances d'avoir 10 minutes en allant ailleurs. Donc voilà, on va voir comment ça va se négocier avec ça. Donc j'espère avoir été assez clair sur la disable exception qu'on a récupérée pour Lonzo Ball. On a parlé d'Ayo, on a fait un peu le tour sur cette Summer League. Donc maintenant, là, je pense qu'à part si on a des news sur Ayo Dosunmu, il va pas se passer grand-chose dans les prochains jours. Ou alors des trucs un peu mineurs, entre guillemets, genre on a donné un two-way à Jamon Freeman Liberty, etc. Ce genre de news là. Donc je sais pas trop quand on va faire une prochaine vidéo pour vraiment faire un peu le point sur les news. Mais je suis en train de bosser sur les prochaines vidéos des Windy City Stories. Donc ça va occuper la fin juillet et une bonne partie du mois d'août. Et après on se remettra tranquillement en rythme en septembre pour aborder la prochaine saison. Donc à moins qu'il y ait un gros trad, ce qui à mon avis n'arrivera pas, on ne devrait pas se retrouver tout de suite. Mais bon, on sait jamais, il peut se passer tellement de choses en NBA, il se passe toujours quelque chose en NBA. Donc voilà, je sais pas quand on se revoit, mais comme d'habitude, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et à très très bientôt. Ciao, go Bulls. Profitez des vacances. Ciao.